j'appelle tout de suite pour une table ronde sur la gestion de l'espace et des flux pour un développement équilibré, Monsieur Dominique Ritz, qui est directeur territorial bassin de la Seine de Voies navigables de France. Monsieur Jean-François Bell, vous êtes maire de Montesson. Ivan Itzkovitch, vous êtes conseiller métropolitain du Grand Paris et élu de Rosny-sous-Bois. Erwan Lemeur, vous êtes directeur général adjoint de Paprec et président de Seine-Port Union, vous nous le direz. Et enfin Vincent Pifteau, vous êtes directeur de l'École nationale des paysages. Bonjour monsieur. Pour cette table ronde donc, monsieur Lemeur arrive, sur la gestion de l'espace et des flux pour un développement équilibré. On a à peu près, je crois, 40 minutes, 50 minutes. Je vais vous demander, si vous voulez bien, en quelques minutes, de vous présenter et de dire d'où vous regardez, comme on dit, cette vallée de la Seine, pourquoi elle vous intéresse, pourquoi vous y croyez, n'est-ce pas? Et on commence avec Monsieur Ritz, c'est vous. On se connaît par téléphone et vous me disiez que il fallait casser les habitudes, il faut utiliser davantage, que finalement cet axe, notamment sur un point de vue logistique, est sous-utilisé. Alors, en deux mots, Voies navigables de France est un établissement public de l'État chargé de la gestion des voies navigables et donc notamment des ouvrages qui participent de cette navigation. La Seine, donc moi je suis le directeur territorial bassin de la Seine. La Seine est au cœur, j'allais dire, de l'activité de ma direction. Et effectivement, la Seine a un rôle déterminant dans la gestion des flux, dans l'équilibre des territoires aujourd'hui, et hier, mais aujourd'hui de manière flagrante. D'ores et déjà, la Seine transporte des millions de tonnes. On l'oublie très souvent, mais au niveau de Méricourt, c'est plus de 20 millions de tonnes qui passent. C'est plus d'un million de poids lourds, équivalent poids lourds, que l'on a sur la voie d'eau et qui ne passent pas sur la route et qui ne passent pas sur le réseau routier, dans les petites rues, etc. Et donc qui peuvent gêner les habitants. 20 millions de tonnes par jour, par an, par semaine? Par an. Par an. Mais c'est quand même énorme. On a des millions de passagers qui, chaque année, utilisent la Seine pour venir notamment visiter Paris. Et la Seine a un rôle effectivement extrêmement important dans la valorisation de Paris, la ville monde, la ville lumière. Et donc, évidemment, pour nous, c'est essentiel. Et on est convaincus que ce rôle peut encore être renforcé. Il y a encore quelques années, à l'époque du charbon, eh bien, la Seine accueillait 60 millions de tonnes. Donc on peut aujourd'hui, sans avoir à transformer les ouvrages, sans avoir à réaliser finalement des investissements extrêmement importants, on peut considérablement augmenter ce qui passe sur la Seine en termes de transport de marchandises et en termes de transport de voyageurs et de passagers. En le faisant, évidemment, on participe du développement durable, d'un développement équilibré. Alors je voudrais rassurer ici, parce que j'entendais dans une intervention antérieure la question de l'étiage. La question de l'étiage, c'est un vrai problème. Hein. Mon propos n'est pas là. Par contre, il faut garder à l'esprit, on l'oublie un peu trop souvent, que la Seine, jusqu'à Rouen, en fait, ce n'est pas un fleuve à courant libre. Entre Nogent-sur-Seine et Rouen, la Seine a fait une succession de baignoires qui sont gouvernées par des barrages, ce qui introduit une résilience très importante aux effets de la diminution des débits qui pourraient être liés au réchauffement climatique. Alors, de fait, il y a des vrais challenges. Loin de moi le fait de dire que c'est un non-problème sur la Seine, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons, à la différence d'un fleuve comme le Rhin, qui a connu cet été, par exemple, des périodes de base d'eau extrêmement fortes, nous avons sur la Seine cette chance extraordinaire d'avoir un système d'endiguement, d'avoir un système de barrage avec donc des ouvrages de navigation qui permet à la Seine d'assurer durablement dans le temps ses fonctions de transport. Et vous me disiez aussi de logistique du dernier kilomètre, pas seulement de déblais ou de sable ou de Alors effectivement, matériaux lourds. Effectivement, je veux dire, le transport par la voie d'eau est en train de changer. On s'éloigne de plus en plus et quelque part, heureusement, de l'homme de Picardie. Le transport aujourd'hui est entré dans le 3e millénaire. Non seulement il transporte effectivement des matériaux pondéreux, et c'est normal, c'est un peu son ADN, mais il transporte de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée. On a parlé des conteneurs, il y a quand même 230 000 conteneurs qui passent chaque année sur la Seine entre Gennevilliers et Le Havre. Et puis on a le développement
Et aujourd'hui, moi, je suis de plus en plus sollicité au titre notamment des responsabilités sociales et environnementales des entreprises pour intégrer la voie d'eau dans la logistique du dernier kilomètre. Parce que la voie d'eau est un mode performant écologiquement, est un mode performant économiquement. Et les entreprises, et je ne citerai pas de nom, mais des grands groupes bien connus, des entreprises de messagerie, ont envie de se tourner vers la voie d'eau pour la livraison du dernier kilomètre avec le développement du e-commerce, parce que ça leur permet d'avoir une réduction de leur empreinte carbone, ça leur permet de réduire tout simplement les nuisances que sinon elles généreraient par un recours trop important au transport routier. Vous avez dit compétitif et économiquement, à quelles conditions quand même? Parce que la route, on le sait, le poids lourd demeure souvent moins cher. Alors, pour la logistique du dernier kilomètre, je parle pour le colis, pour ce genre donc, expliquez-nous, pour quel type de colis le fleuve est plus adapté? Pour quel type de marchandise? Alors, plus adapté, je veux dire, et plus compétitif. En fait, il s'agit d'organiser une chaîne logistique. Alors, effectivement, la difficulté, c'est que la logistique fluviale reste une logistique encore trop peu connue, trop peu exploitée, et donc on manque, de mon point de vue, d'effets d'échelle et d'habitude dans ces domaines-là, et c'est un obstacle au développement de la voie d'eau. Mais j'allais dire, ceux qui se sont intéressés à la voie d'eau, les entreprises qui s'intéressent à la voie d'eau, et il y en a beaucoup, et de plus en plus, comme je le disais, aujourd'hui, et j'ai des retours, moi, très positifs, de grands groupes qui me disent, mais on a opté pour partie dans notre logistique à la voie d'eau, et on ne le regrette pas, parce que de fait, le transport aujourd'hui par la voie d'eau est capable d'apporter des solutions innovantes pour les problèmes que l'on rencontre. Alors la voie d'eau, elle ne fonctionne pas seule. Elle fonctionne nécessairement ou très souvent avec d'autres modes de transport. On est bien dans une logique de complémentarité. Dans mes propos, il ne s'agit pas finalement d'opposer les modes. La voie d'eau peut très bien se combiner, et se combine avec la route, et peut très bien aussi se combiner avec le ferroviaire. On n'est pas dans des logiques d'opposition, on est aujourd'hui en train de construire des logiques de complémentarité, et où à la fin, finalement, c'est la chaîne logistique, et donc la performance de notre économie, compte tenu du poids de la chaîne logistique, hein, dans finalement la performance de notre économie, qui s'en trouve augmentée. Mais comment fait-on pour finir, pour inciter davantage les commissionnaires de transport, qui, vous me le disiez, ont quand même le réflexe de la route, à plus opter pour le fleuve? Comment fait-on pour les inciter? Eh bien, on discute avec eux, on va les voir, on les invite à s'intéresser à la voie d'eau et à penser voie d'eau. Et je dirais, il n'y a que comme ça. Et de fait, comme je le disais, quand des chargeurs, quand des commissionnaires de transport s'intéressent à cette voie d'eau, eh bien, généralement, ils ne le regrettent pas. Ils découvrent un nouveau élément de transport qui est performant, qui est efficace, qui est tourné vers le 3e millénaire. On évoquait tout à l'heure, je crois que c'était le représentant de la région Normandie, le système d'information fluviale, le Waze fluvial. Donc, on développe des produits de plus en plus performants pour faire en sorte que la voie d'eau soit réellement compétitive. Très bien. On n'a pas parlé des déblais du Grand Paris Express, sauf si je n'ai pas été attentif. Vous me disiez que c'était très adapté, tout à fait, pour différentes raisons, à l'évacuation des millions de tonnes de déblais. Tout à fait. Alors, si on prend le Grand Paris Express, c'est plus de 45 millions de tonnes qui vont être produits dans les 10-15 prochaines années au titre de ce chantier, j'allais dire pharaonique, en tout cas extraordinaire. On estime qu'effectivement, on peut faire passer au moins sur la voie d'eau plus de 8 millions de tonnes, et c'est sans doute beaucoup plus parce que la voie d'eau est capable d'assurer la continuité de l'évacuation des matériaux produits par les tunneliers. Un tunnelier, quand ça s'arrête, c'est une catastrophe, ça coûte une fortune. C'est entre 500 000 et 1 million d'euros par jour le coût d'un arrêt du tunnelier, donc il ne faut pas l'arrêter. Ça produit des millions de tonnes derrière. Et donc, il faut pouvoir assurer une chaîne continue d'évacuation dans un milieu contraint, qui est un milieu urbain, avec des problématiques de caractérisation des terres, et qui sont des problématiques importantes, parce que sinon on ne sait pas où on envoie la terre, on ne sait pas ce qu'on en fait. Si on doit la mettre en décharge avec des niveaux de protection très importants, et bien ça coûte très cher. Et la voie d'eau permet d'apporter beaucoup de réponses avec des caractérisations en temps masqué, avec un stockage sur la voie d'eau de tonnage très important, et donc d'assurer cette fiabilité dont a besoin la chaîne logistique d'évacuation des matériaux pour que le chantier se déroule de la meilleure façon qui soit, au moindre coût pour la collectivité et dans les délais que tout le monde attend.
Très bien, merci infiniment. Monsieur le maire, vous me disiez en préparant cette matinée qu'il vous semblait que les entreprises, d'une façon globale, n'étaient pas assez écoutées, pas assez entendues, pas assez sollicitées sur toutes ces problématiques, n'est-ce pas? Absolument. Et sous forme de boutade, je vous ai même dit hier que, en vous remerciant pour ce strapontin que vous m'offriez. C'est un siège même là. Là, c'est un siège, effectivement. Je vois que il me semble. La place devient entière. En tout cas, je voudrais remercier le préfet Philizot aussi pour cette invitation aujourd'hui. Mais d'une façon générale, on pense... Présentez-vous peut-être, parce que... Voilà, s'il vous plaît. Effectivement, parce que j'interviens à différents titres aujourd'hui. Donc, je suis à la fois directeur général adjoint du groupe Paprec, en charge de la grande Île-de-France, on va dire. Donc, je m'intéresse particulièrement aux problématiques des déblais du Grand Paris Express dont vous parliez à l'instant. J'interviens aussi au titre de président de la communauté portuaire de Gennevilliers. Un mot sur Paprec, monsieur le maire. Qu'est-ce que fait Paprec? Donc, Paprec est une entreprise spécialisée dans l'économie circulaire, qui intervient depuis 25 ans maintenant en région parisienne, et qui est, je dirais, le leader au niveau national sur ces aspects économie circulaire, recyclage des matières. Paprec utilise depuis de nombreuses années maintenant le fleuve, avec notamment une opération qui reste exemplaire, puisqu'on a une péniche omnibus dans Paris qui vient collecter les déchets des artisans dans le bief parisien pour les ramener à Gennevilliers et les faire trier toutes les semaines. Et ça reste une opération exemplaire. Ça nous permet aussi de pouvoir collecter les déchets de chantier, de très grands chantiers, comme le chantier de la Samaritaine, qui va bientôt être terminé. Mais en tout cas, on a une vraie culture chez Paprec de l'utilisation du fleuve, et on compte continuer à se développer sur la Seine, au-delà de Paris, au-delà de Gennevilliers, avec des implantations du côté de la Normandie maintenant, qui sont un peu plus récentes. Donc ça, c'est pour l'aspect, je dirais, Paprec, et donc connaissance opérationnelle du fleuve au quotidien. Il y a 9 ans, j'ai monté avec un certain nombre de mes collègues à Gennevilliers une association qui est la communauté portuaire de Gennevilliers, qui est donc une association qui regroupe une 60aine d'entreprises sur le port de Gennevilliers, et qui est, je crois, un interlocuteur efficace, un interlocuteur constructif pour Aropa Port de Paris au quotidien. En tout cas, c'est comme ça qu'on se veut être, et on fait avancer un certain nombre de sujets. C'est Seine-Port-Union, ça s'appelle Seine-Port-Union. Non, communauté portuaire de Gennevilliers dans un premier temps, montée en 2010, qui a permis en même temps de monter un certain nombre d'initiatives intéressantes. Alors sur le fleuve, autour du fluvial, le développement du fluvial, mais aussi beaucoup plus localement autour de sujets autour de la formation. On a monté un bac professionnel avec l'éducation nationale il y a peu. Dans un partenariat avec l'éducation nationale, nous avons pu monter un bac professionnel en alternance où des étudiants qui sont dans un lycée à Colombes viennent effectivement intégrer des entreprises du port autour des sujets de l'économie circulaire, parce que c'est vrai qu'on a une plateforme portuaire à Gennevilliers assez spécialisée sur l'économie circulaire, pas après qui est, mais d'autres entreprises comme Veolia, Suez, de Richebourg ou autres, Iprema, sont implantées sur la plateforme portuaire de Gennevilliers. Et donc on a l'occasion comme ça de monter un certain nombre de projets intéressants pour inscrire durablement le port de Gennevilliers dans la vie locale aussi. Et on a monté, il y a maintenant 2 ans, à l'initiative de Michel Seguin, qui est le président de l'UMEP, et de Philippe Dehaye, l'ancien président de l'UPR Rouen, on a monté Seine-Port-Union, qui est la fédération des communautés portuaires de l'axe Seine, sur le constat suivant, qui était de dire que les entreprises implantées le long de l'axe, les entreprises parisiennes, gennevilloises, roannaises et havraises, ne se connaissaient pas assez, ne travaillaient pas assez ensemble. Et on devait effectivement mieux se connaître, mieux apprendre aussi à travailler avec les pouvoirs publics sur ce sujet de l'axe Seine. C'est ainsi qu'on a pu travailler assez largement avec le préfet Philizot. Mais l'idée concrètement, c'était aussi de pouvoir
porter la voix des entreprises privées sur ces réflexions autour du développement de l'axe Seine. Et on estime, et effectivement c'est la discussion qu'on avait hier au téléphone, on estime que globalement les entreprises privées via cette fédération, donc Seine-Port-Union, ne sont pas assez écoutées, ne sont pas assez intégrées dans les éléments de réflexion, peut-être dans une future gouvernance en tout cas, c'est ce qu'on peut demander, parce qu'on peut penser que tout ça finalement, tout ce projet de structuration de gouvernance de l'axe Seine doit être là pour faciliter les implantations, faciliter l'initiative, faciliter l'innovation sur l'axe, et on pense véritablement qu'il doit y avoir un travail rapproché, extrêmement rapproché entre les initiatives provenant des pouvoirs publics et les entreprises, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir un modèle de port, de grands ports sur cet axe Seine, très proche de ce qu'on peut avoir sur les ports du Range Nord. Et en tout cas, voilà, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-là. Faisons en sorte d'intégrer dès maintenant le privé dans les réflexions, dans la gouvernance de cet axe pour qu'il soit beaucoup plus puissant. Et alors, si on vous donnait la parole, c'est ce qu'on fait là, quelles seraient les demandes que vous formuleriez, les plus vives, pour que cet axe se développe? Vous venez de le citer, avec une concurrence vis-à-vis des ports du Range Nord qui va s'intensifier dans la mesure où le canal Seine-Nord-Europe peut-être verra le jour prochainement. Qu'est-ce que vous demandez finalement? On veut pouvoir travailler autour des trois axes que sont logistique, économie circulaire, tourisme, parce que ce sont, à notre avis, les axes qui peuvent être réellement développés sur la Seine. Un exemple, et je crois que le préfet Cadot travaille sur la question, c'est de faire en sorte que les problématiques d'autorisation préfectorale, par exemple, puissent être instruites rapidement à travers, par exemple, un organisme qui soit unique, non pas avoir affaire d'un côté à une DRIE pour l'Île-de-France, à une DREAL de l'autre, mais que finalement on ait les mêmes inspecteurs des installations classées pour l'ensemble de l'axe, de façon à faciliter nos implantations, à pouvoir s'implanter plus rapidement sur l'ensemble sur le long de l'axe, et puis que les problématiques foncières, les problématiques de domanialité soient équivalentes d'un port à l'autre, pour aussi pouvoir rationaliser les choses, perdre moins de temps sur la négociation des conventions d'amodiation, pour pouvoir travailler beaucoup plus sur le fond et sur les projets d'innovation que l'on doit porter et que l'on veut porter, nous, dans nos entreprises. Vous étiez moyennement enthousiaste hier au téléphone sur Aropa. Oui, j'ai trouvé, j'ai perçu une pas... forme d'interrogation. C'était assez mesuré d'ailleurs dans la façon dans laquelle vous le disiez, non, mais il ressortait une sorte de critique. Je vous l'ai dit, et bon, c'est assez largement, c'était une opinion assez largement répandue. Je pense que Aropa est une structure totalement embryonnaire sur ce que doit porter une future structure autour de l'axe Seine. C'était un début. Ça n'a pas, à notre avis en tout cas, porté ce que ça aura dû porter. Et c'est ce qu'on attend réellement d'une future structure. Donc c'était un essai, un ballon d'essai, je dirais. On sait maintenant avec Aropa ce qui est à faire, ce qui est aussi à éviter. Et là encore, je dirais que le privé doit pouvoir apporter un certain nombre d'idées, doit pouvoir apporter un certain nombre de savoir-faire aussi, et que finalement le Aropa qu'on a connu soit peut-être un Aropa de nouvelle génération, intégrant beaucoup plus les entreprises privées que ça ne l'était. Merci infiniment. Alors Yvan Ickovic, vous êtes responsable notamment au sein de la métropole du Grand Paris. Je salue l'arrivée de Jean-Louis Missika qui s'y intéresse également à plusieurs titres, également au titre de Paris. Vous êtes responsable du schéma de cohérence territoriale, enfin de la réflexion qui va conduire à son élaboration. Et ce schéma intègre tous les sujets dont on parle. Et finalement peut avoir une forme de pouvoir réglementaire, je ne sais pas, vous allez nous expliquer en quoi le SCOT finalement est lié au sujet de cette journée.
Il est intimement lié, il est même essentiel, parce que j'entendais qu'on ne consulte pas les acteurs privés, c'est vrai. Et moi, je pense que dans le cadre de l'élaboration du SCOT, il faut plus le faire. Et vous avez raison, en tout cas, je ne manquerai pas de venir vers vous sur ce sujet. En réalité, je rends la paternité de la notion à Jean-Louis Missica, que je salue. La base de la démarche d'élaboration du SCOT, c'est de chercher quels sont nos communs. Qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui fait que, eh bien, il y a une règle qui doit un peu uniformiser un certain nombre de choses, notamment l'organisation des flux dans la métropole. Et s'il y a bien un commun pour la métropole du Grand Paris, au-delà des aspects de frontières administratives, de gouvernance, c'est la Seine, et notamment sa vallée. Et dans toute son épaisseur, pas seulement ses rives, puisque on le voit bien dans le cadre de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. On travaille d'ailleurs en lien avec les agences, l'IAU et la PUR notamment, qui nous aident vraiment beaucoup parce qu'ils ont une capacité d'analyse, j'entendais tout à l'heure, une capacité d'avoir un certain nombre de données fiables et incontestables qui nous permettent, nous après, sur la décision politique, de nous mettre d'accord et de définir ensemble nos communs et la façon dont on va se mettre d'accord pour organiser notamment les flux et notamment autour de la Seine. Parce qu'il y a quelque chose qui est incroyable, qui est un peu contradictoire dans tout ça, c'est que, vous l'avez dit pour Voies navigables de France, la Seine est un axe de flux incroyable, mais c'est aussi une coupure urbaine incroyable. Et pas seulement la Seine, mais on le voit, la métropole est jonchée et traversée de coupures urbaines qui, en réalité, désorganisent les flux, et que ce soit les flux logistiques, les flux de personnes, tous les flux qui la traversent sont complètement coupés, notamment par la Seine, mais pas seulement. Et dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, et pas seulement, dans le cadre de ce qu'on fait tous les jours à la métropole, on essaye de voir comment on peut gérer ces flux qui sont interrompus, qui sont coupés. Et je me permets de dire, pas polémique, mais un certain nombre d'élus aujourd'hui en sont toujours à contester le fait métropolitain en disant mais il n'y a pas de métropole, il y a 131 communes ou plus, en tout cas, ça n'existe pas, ils le contestent. Mais bien souvent on le voit, notamment, et je parle de l'épaisseur des villes qui composent, qui bordent notamment la Seine, ce sont en général ces élus qui sont les premiers à venir voir la métropole en disant il faudrait quand même financer un franchissement urbain de la Seine, d'une voie routière, etc. Ça veut bien dire qu'en réalité, cette question des flux, cette question de la Seine, elle est essentielle dans notre travail sur le schéma de cohérence territoriale et que tous les jours, on est confronté à ces sujets autour des flux qui nous permettent également d'avoir une analyse transpartisane, transcommunale. La ville de Paris, il y a quelques mois, quelques années, a pris des décisions sur ce qu'étaient les circulations autour de la Seine. Et ce qu'a fait débat, on le voit, c'est pas tant le fond des décisions, c'est finalement quelle instance, quelle gouvernance est compétente pour décider de ce qui se passe autour de la Seine. Et nous, on pense qu'à la métropole, en tout cas en unissant un peu toutes nos idées sur le sujet, en associant les acteurs privés, je retiens ce que vous avez dit, Monsieur Le Maire, sur le fait que vous n'êtes pas assez associé à la gouvernance et à l'élaboration de la règle, on puisse élaborer une règle cohérente. Et là, on est dans quelque chose de concret, puisqu'on élabore une règle, alors sous réserve de ce que dit le SDRIF, mais qui sera opposable aux maires qui sont dans toute l'étendue, et maintenant aux territoires qui sont dans toute l'étendue de l'épaisseur de la Seine, qui édictent des règles d'urbanisme. Et toutes ces règles que nous, on va dicter demain, et là on partage ça avec Jean-Louis Missica, n'ont pas vocation à être des règles tièdes, mais bien des règles opposables, vont transformer la façon dont on va penser la ville autour notamment de l'axe Seine. Est-ce que vous pourriez prendre quelques exemples de règles alors, j'ai compris que le SCOT est à venir, mais qu'est-ce que, en virtuel finalement, vous pourriez fixer quel type de règles qui seraient opposables demain, qui s'imposeraient donc, si je vous entends bien, aux intercos, puisque les plans locaux d'urbanisme sont désormais, dès aujourd'hui, intercommunaux. Alors je vais être dans la provocation parce que allons-y. Il n'y a que ça qui marche. Il y a deux types on peut prendre deux exemples, notamment sur un exemple qui n'est pas directement lié au flux, mais qui est quand même lié à la Seine. C'est qu'aujourd'hui, on a une façon de concevoir l'urbanisation des villes qui est complètement, qui nous amènera, si on continue comme ça, une catastrophe écologique incroyable. C'est l'artificialisation et l'imperméabilisation des terres, notamment autour des axes fluviaux tels que la Seine. Et si on continue comme ça, eh bien, on s'apprête à vivre des moments très difficiles et comme je disais, une catastrophe d'un point de vue notamment écologique. Et donc, nous, ce qu'on dit, on est certains à le dire et on tiendra bon jusqu'au bout, et je regarde Jean-Louis Missica parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, on dit stop, arrêtons d'artificialiser les airs, d'imperméabiliser les terres.
notamment autour dans des grands axes fluviaux, mais pas seulement. Et en même temps, on nous dit, mais le ZRIF fixe des objectifs de densité, d'intensification qui sont à l'horizon 2030, pour nous 2040, mais en tout cas, qui sont existants. Eh bien, nous, on dit, si vous conjuguez ces deux types de règles, de dire arrêtons de manger sur l'espace naturel, sur des terres qui sont de la pleine terre, et en même temps continuer à densifier, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait des accords sur la façon dont on construit en hauteur. Et ça appartient pas à chaque maire, ça appartient à l'ensemble des élus réunis dans la métropole. Et puis il y a un deuxième exemple. En hauteur et sur pilotis alors parce que... Trouver des moyens de continuer à poursuivre les objectifs d'intensification, et moi je préfère dire intensité plutôt que densité urbaine, d'intensité urbaine, qui sont inhérents au fait que nous sommes une grande métropole attractive, où beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on entend sur le solde de Paris qui perd des habitants, la métropole n'en perd pas, notamment certains territoires en gagnent, et ça il faut bien continuer à accueillir tous ceux qui veulent venir dans cette métropole. Pour autant on ne peut plus continuer à le faire en artificialisant les terres, et en nous menant à une catastrophe écologique. Puis le deuxième exemple, ça peut être sur le maillage. Vous voulez dire que le SCOT il pourrait fixer des hauteurs, déplafonner les hauteurs, et que le maire ou le président d'Interco n'aurait plus qu'à les appliquer? Le SCOT pourrait très bien prévoir, par un certain nombre de conjonctions, sans manger sur la compétence des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, pourrait prévoir des dispositions un tout petit peu contraignantes qui auraient pour conséquence d'avoir, une hauteur minimum, notamment du bâti. Par exemple, à Ménesson. Vous êtes dans la métropole, monsieur le maire? Non, on n'est pas dans la métropole. Ah, bon, c'est bon. Sauvé. Donc vous êtes maire, monsieur, d'une commune qui longe la Seine, près de Sartrouville, et puis vous gérez des problèmes. On n'a pas parlé de Gemapi, Yvan, peut-être que vous direz un mot, parce que vous êtes une commune confrontée à des inondations régulières récemment, liées à une digue qui s'interrompt, je crois, au niveau de Sartrouville. Expliquez-nous un petit peu votre problématique et comment vous voyez-vous, en tant qu'élu de proximité, ces problématiques. Bon, je suis maire d'une petite bourgade de 15 000 habitants, située à 10 km à l'ouest de la Défense et avec 3,5 km le long de la Seine. Et nous savons que dans les Yvelines. Dans Paris, Le Havre, ville-monde, nous n'échappons pas à toutes les réflexions qu'il y a au niveau de la Seine. Et on a bien compris que le long de la Seine, il y aurait forcément des zones d'activité, des zones d'habitat et des espaces verts indispensables à préserver pour demain. Alors la plaine de Montesson, située très près de Paris, a 400 hectares de non bâtis qu'il convient de préserver. Et nous sommes un des grands producteurs de salades, et la plaine de Montesson vous fournit en région parisienne 24 millions de salades par an. Alors il est très difficile de défendre aujourd'hui une zone agricole en zone périurbaine dense. Et pourtant, pour l'équilibre de demain, nous continuons de penser que c'est indispensable. Alors revenons à la Seine. Nous avons une partie qui est non bâtie, sur laquelle il n'y a rien, et que nous voulons préserver comme espace vert pour demain. Là, le long de la Seine, Monsieur Awada, nous avons fait nos 3,5 km de pistes cyclables. Nous participons au Paris-Londres qui a été bâti, et ça a permis une reconquête pour notre population des bords de Seine et de créer là un lieu extrêmement agréable pour la promenade. Mais notre problème majeur vient d'un de nos quartiers qui est dans l'agglomération de Sartrouville, mais plus à Sartrouville. Sartrouville a 2,9 km le long de la Seine, et son extension urbaine est de 700 mètres sur Montesson. Sartrouville a pu construire, il y a à peu près 45 ans, 2,9 km de digues, qui ne s'arrêtent pas à la limite d'agglomération, mais à la limite des communes. Je ne sais pas comment administrativement une telle chose a été faite, mais ce n'était pas particulièrement brillant. Ce qui fait qu'à chaque inondation, et on en a joyeusement profité en 2016 et en 2018, on monte entre Montesson et Sartrouville le mur de la honte. Alors le mur de la honte, c'est un mur perpendiculaire à la Seine pour que la digue de Sartrouville ait un sens et que l'eau ne passe pas par Montesson pour envahir Sartrouville. Et bien entendu, les Sartrouvillois montent sur le mur pour regarder les petits Montessonnais envahis par l'eau, avec le maire sur sa barque qui fait du porte-à-porte sur la centaine de maisons inondées.
Et c'est vrai que quand vous visitez votre population à ce moment-là, l'accueil dans le salon, avec 40 cm d'eau, est froide. Et pas facile. Et si vous voulez, notre police municipale, à ce moment-là, sert principalement à protéger le mur que les Montessonnais veulent démolir. Alors pendant des années et des années, nous prêchions dans le désert pour avoir cela jusqu'au moment où on a trouvé la manière de présenter notre dossier avec le mur de la honte qui a interpellé l'administration française et nos hommes politiques pour finalement qu'ils acceptent de se pencher sur notre dossier et accepter de dire oui, il faut prolonger la digue. Alors, c'est chose faite puisque depuis 3 semaines, les travaux battent leur plein. On est en train de faire cette prolongation de digue. On en a pour 1 an et demi. Ça dépend de la hauteur du fleuve, bien évidemment. Et une fois que cela sera fait, ou même simultanément, les lois sont précises à l'heure actuelle. Si vous enlevez, en cas de crue, 50 000 m3 au fleuve, il faut le restituer ailleurs. Sinon, vous impactez les villes voisines. Alors, par chance, nous avons, à 700 mètres de là, au sud, en amont de la Seine, un terrain de 9 hectares qui est libre et sur lequel nous faisons un trou de 140 000 m3 en lien avec la Seine et qui nous permet de répondre à cette indispensable compensation du fleuve par ce trou qui prendra l'eau correspondante. Mais je vous en prie. Alors simplement, cette eau, quand vous faites ça, eh bien, nous sommes une ville Agenda 21. On a étudié ça sur tous les rapports et on a été extrêmement aidé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et la région Île-de-France qui ont contribué à faire en sorte que cette prairie verte que nous faisons, en lien avec la Seine, soit un lieu de développement de la biodiversité aquatique et terrestre. Donc ça rentre dans les vues futures dont nous avons besoin pour protéger le côté environnemental des choses. Mais si vous faites le trou de 140 000 m3, eh ben, vous avez 160 000 m3 de gravats qu'il faut mettre quelque part. Et donc là, il a fallu trouver un lieu pour les mettre. Et là, on a mobilisé 16 hectares appartenant à la ville et au département, sur les contreforts de l'autoroute A14, sur lequel on va remonter le niveau d'1 mètre pour répandre l'ensemble de cela. Donc on a eu un progrès, un dossier général, et sur le plan administratif, l'ensemble du dossier a été accepté par la DRIEE, et ce qui nous a permis, sur le plan administratif, de passer toutes les étapes, enquête publique, etc., pour que le dossier soit accepté. Et ensuite, il a fallu se bagarrer sur le plan du financement, parce qu'une dépense de 14 millions d'euros n'est pas à la portée de notre commune. Alors très bien, justement, je vais vous demander, vous n'êtes pas dans la métropole, mais qui a la compétence GEMAPI chez vous? C'est l'intercommunalité? Alors c'est l'intercommunalité qui a pris ça avec une joie modérée, parce qu'il est clair que quand vous faites une dépense de ce type, quelle que soit votre habileté à avoir des subventions, il n'en demeure pas moins qu'il y a 20% à charge des collectivités locales. Pour Montesson, c'était 2,8 millions. Et nous avons en réalité payé à peu près 1 million de frais d'études et de choses diverses. Et il y a à peu près un petit 2 millions qui va être à charge de notre intercommunalité par le biais de la loi GEMAPI. Maintenant, la loi GEMAPI ne concerne que l'inondation. Mais vous ne pouvez pas imaginer un tel ouvrage sans avoir des actions à entreprendre pour l'ouverture au public des espaces ainsi créés. Et par conséquent, l'ouverture au public, ce n'est pas une action GEMAPI. GEMAPI, c'est contre l'inondation elle-même. Mais nous sommes dans des espaces naturels et sensibles. La loi de 85 prévoit l'ouverture au public et par conséquent, nous devons le faire. Et toute la partie ouverture au public, plantation de belles espèces, cheminement, postes d'observation sont bien évidemment à charge de la collectivité locale. Votre intercommunalité s'appelle comment? La CASGBS, Communauté d'agglomération Saint-Germain-en-Laye, Boucles de Seine. A-t-elle créé une taxe GEMAPI? Non, toujours pas, parce qu'elle pense que pour l'instant, elle peut s'en tirer sans le faire, en faisant quelques emprunts et en poussant dans le temps la charge des investissements. Et j'ai l'impression personnelle qu'elle le fera avec grand plaisir après les élections municipales. Je vous avais deviné, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai mauvais esprit.
Et alors, il y a aussi des questions de paysage, monsieur. Vous êtes responsable de l'École nationale du paysage de Versailles et vous allez nous dire à quel point cette dimension est également tout à fait prégnante dans toutes ces questions. Écoutez, j'ai l'impression qu'on vient d'en avoir d'abord une démonstration avec vous, monsieur le maire, puisque vous n'avez parlé que de paysage. Un mur, ça fabrique un paysage urbain, une digue aussi, un trou qu'on fait, évidemment, et a fortiori, quand on fait un terrain de remblai, eh bien, on modèle l'espace. Donc, le paysage, il est au plus proche de votre action, mais une des spécificités, je pense, et une des originalités, un des paris de la stratégie de la vallée de la Seine, et oui, c'est un pari des partenaires qui ont signé aussi le CPIR, les deux régions et l'État, c'est de dire que le grand paysage était le produit du territoire, ou plus, j'allais même dire presque l'inverse. C'est que grâce à l'existence de ce grand paysage de la vallée de la Seine, on allait peut-être pouvoir faire territoire. Donc on pouvait aller construire un territoire. Vous savez, les Chinois utilisent un idéogramme pour parler du paysage. Ils disent c'est montagne et hausse. En fait, c'est la superposition des deux idéogrammes. Je pense que si un Chinois avait été dans la vallée de la Seine et qu'il avait été confronté à l'invention du paysage, il aurait pu dire ville, forêt, industrie, ou peut-être à une échelle plus fine, méandre, pont et eau. Et finalement, ça traduit quoi? Ça traduit qu'il y a dans cet espace des motifs extrêmement forts, extrêmement puissants, qui font que l'industrie elle-même, que les activités économiques participent de la mise en spectacle aussi de cet espace, participent de son identité, participent de tout l'imaginaire de cette vallée. L'eau aussi est un élément extrêmement structurant de l'imaginaire, à travers les impressionnistes, on le sait bien, et qui renvoie aussi culturellement et sensiblement à toute une palette de couleurs. Voilà. Il faut parler de la vallée de la Seine aussi à travers ces dimensions. Et le pari, c'est de dire donc, il y a une identité ou il y a une manière de faire territoire à travers la vallée de la Seine en parlant de paysage. La deuxième idée, et on en a une démonstration, c'est que le paysage est en pleine mutation. Le paysage, d'abord, se transforme tout le temps. Mais néanmoins, si on intègre cette réflexion du paysage le plus à l'amont possible, on peut essayer de voir comment être le plus vertueux possible dans ces transformations de l'espace, comment est-ce qu'on peut conserver, amplifier les qualités paysagères de la vallée de la Seine, ou éventuellement comment est-ce qu'on peut aussi les corriger. Parce que je crois que l'exemple qu'on a avec le GEMAPI et avec tout autre, et qu'on a aussi même avec les réseaux de transport, c'est que beaucoup d'aménagements par le passé se sont faits sans prise en compte du paysage. Les aménagements le long des coteaux de Seine, qui ont nié les coteaux, que ce soit en pied de coteau ou en haut de butte, un certain nombre d'infrastructures de transport qui quelquefois qui sont indispensables dans cet espace d'échange et d'interconnexion. Mais un certain nombre d'infrastructures sont venues se superposer à une géographie en leur imposant leur géométrie plus qu'en l'épousant. Eh bien, tous ces éléments hérités du passé, peut-être pouvons-nous aussi en profiter à la faveur des aménagements futurs pour les corriger. Et puis, troisièmement, à travers le paysage, on peut essayer d'anticiper les grandes transformations dont nous ne sommes pas enfin pas directement puisque nous sommes dans l'Anthropocène, mais dont nous ne sommes pas directement les acteurs, que sont le changement climatique, etc. Et comment est-ce que, par une gestion de l'espace, justement un peu en prospective, on peut essayer de jouer sur la manière d'absorber les transformations et de les absorber qualitativement. Et donc, voilà, pour dire que toutes ces questions, elles sont, le paysage est présent derrière, et que c'est un peu un pari du contrat de plan interrégional et du réseau technique qu'on a mis en place avec les partenaires, l'équipe technique des grandes collectivités de l'État et puis en partenariat avec l'agence d'urbanisme de la région du Havre, qu'on essaye de mettre en place cette espèce d'ingénierie territoriale du paysage, cette espèce de collectif d'acteurs
qui essayent d'être un peu en anticipation sur ces questions. Mais quels sont les lieux où ces règles, où cette scénographie peut exister pour que tout le monde respecte la même partie, ou pas la même forcément, mais disons que tout le monde ait conscience de ces enjeux. Il y a des lieux, il y a un gendarme du paysage, il y a un concepteur du paysage de la Seine de Paris jusqu'au Havre. Et si oui, qui est-il finalement ? J'ai envie de vous répondre par une pirouette en disant, en référence à ce que Bernard Lassus évoquait en parlant des habitants paysagistes. Au fond, la solution, c'est quand cette conscience de paysage et cette culture du paysage sera le plus partagée. Et donc, le pari, c'est que chacun, là où il est, et dans toutes les responsabilités qu'il a exercées, il ait cette préoccupation du paysage. Et c'est par ce biais-là que nous avons abordé le sujet, en essayant de monter donc ce réseau des acteurs. Et donc, en fait, je suis là pour faire de la RTAP, hein, vous avez compris. Vous êtes les bienvenus tous à rejoindre les animations, les rencontres que nous organisons tous les ans autour d'itinéraires et de voyages ateliers. Mais aussi, c'est en mobilisant et à travers une école, des réseaux d'écoles, à travers des étudiants, des futurs acteurs et des futurs responsables et des futurs concepteurs, architectes, paysagistes, ingénieurs, agronomes, diplômés d'instituts d'études politiques, etc., qu'on essaye d'amener et de diffuser cette culture du paysage. La Seine sera présente dans la biennale d'architecture, la première que Valérie Pécresse organise à la région, à Versailles justement, en mai ou en juin, et dont vous êtes partenaire, je crois. Oui, alors dans le cadre de la biennale, nous avons une manifestation qui s'appelle l'école ouverte, et en écho à l'exposition que Alexandre Chemetov fait à l'école sur le goût du paysage, nous présenterons le fruit du workshop qui aura été fait par des élèves de toutes les écoles de la vallée de la Seine autour de la question de l'alimentation sur la vallée de la Seine. Donc oui, la vallée de la Seine sera présente. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Si on m'autorise de dépasser un tout petit peu, je pense qu'on aura rattrapé. Monsieur, vous pouvez ou pas vous présenter? Si c'est une question, c'est bien. Si c'est une remarque, c'est bien aussi. Si c'est un discours, c'est pas bien. Non, c'est une question au maire de Montesson. Votre mur qui va partir de la limite de Sartrouville, est-ce qu'il va aller jusqu'à la limite du PEC? Et est-ce que vous allez, aux inondations, construire un mur entre le PEC et... Non, monsieur. Simplement, nous prolongeons de 700 mètres et nous nous arrêtons là. Et pour la suite, ce serait une création de nouvelles digues. Or, aujourd'hui, sur le plan administratif, c'est parfaitement interdit. Autant on peut finir un ouvrage en le bouclant, et nous ne parlerons pas de la construction de la digue de Montesson, mais la prolongation de la digue de Sartrouville sur Montesson. Pour le PEC, c'est un cas différent, et il y aura beaucoup travaillé pour mieux protéger la ville du PEC avec la forme de digue qui existe aujourd'hui, mais qui est loin d'être parfaite, puisque vous êtes au niveau du PEC en zone rouge du PPRI, tandis que moi je suis plutôt en zone bleue du PPRI, donc la situation est moins grave paradoxalement sur Montesson. Y a-t-il d'autres questions? Madame. Bonjour à tous, donc je suis Marion Valère, conseillère urbanisme à la mairie de Paris. Je voulais juste vous rappeler qu'autour de la Seine, il y a également beaucoup de femmes qui vivent et qui travaillent. Et donc tout ça pour vous dire qu'en 2019, je pense qu'il n'est plus possible d'avoir des tables rondes 100% masculines. Donc, comment y remédier? C'est très simple. Déjà, pour un homme qui est invité à une table ronde... Vous voulez prendre ma place? Non, mais je vais me lever, voilà, déjà pour commencer. Non, mais c'est très rapide. Allez. Merci. Donc, comment faire? Pour un homme qui est invité à une table ronde 100% masculine, il suffit de faire remarquer, pour commencer, que cette table ronde est 100% masculine, puisqu'en général, ça fait réagir les organisateurs du colloque, ou alors de proposer une femme de son organisation qui occupe un poste pertinent pour cette conférence. Je vous assure qu'il y a des femmes autour de la scène. Je pense qu'il y a plein de femmes qui pourraient parler de ce sujet. Donc j'invite à la fois les organisateurs et les participants à faire ce pas. Je pense que ça demande très peu de travail. Donc merci à tous d'avance.
On prend encore une ou deux. Merci Marion pour cette recommandation que nous suivrons naturellement. On est effectivement pour un développement équilibré. En fait, nous Leroy, on organise souvent des choses, on s'en rend compte toujours trop tard. Parce qu'on s'en rend compte après. On se dit, tiens, mais il n'y a que des hommes. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ne sait pas quoi faire, on ne va pas détricoter. Et puis, c'est le reflet de ce qui se passe. Donc ça, il faut aussi comprendre que nous, on invite des qualités. On n'invite pas des ethnies ou des... On ne va pas faire des quotas, quoi, je veux dire. Bon, c'est quand même pénible. là, C'est très oh là pénible. là, C'est très oh là pénible. là. Je suis désolé, c'est très pénible. Nous, on organise des choses. On se donne beaucoup de mal. Mais on va y penser plus. Mais c'est compliqué. Et on est le reflet, c'est le reflet de ce qui se passe. On va pas commencer par là, quoi. C'est aux gens de nommer, c'est aux gens, c'est à vos chefs de nommer des femmes, et on les invitera. C'est pas à nous d'aller chercher des... C'est très pénible, voilà. Je n'aime pas cette façon, mais bien sûr que je ne peux dire qu'une chose, c'est que oui, bien sûr, la prochaine fois, ce sera mixte. Ça sera mieux. Sauf que c'est compliqué parce qu'on invite des qualités, on n'invite pas des espèces. On n'invite pas des espèces. C'était une improvisation. Hein, mon successeur sera une femme. Je suis désolé parce que on adore les femmes, on aime beaucoup les femmes. Alors, voilà, Oui. le débat va dire... je vais me faire engueuler. Hein. Attends. Ah. Excusez-moi, je voudrais prendre la parole parce que je trouve que l'intervention de cette jeune femme est extrêmement facile. Voilà. Je trouve que le problème aujourd'hui n'est plus de savoir s'il faut qu'il y ait des femmes ou des hommes qui parlent. Bien évidemment, la présence des femmes dans les tribunes est plus que légitime et plus qu'indispensable. Mais quand on organise des débats, madame, c'est parfois très difficile d'arriver à trouver à ce que des femmes veuillent prendre la parole. Voilà. Et donc, vous pouvez... Je n'ai aucun problème... On peut revenir au sujet. Monsieur, je n'ai aucun problème pour être sifflé. On peut revenir. Et je trouve que c'est facile de faire ce genre de remarques. On ne va pas pouvoir en parler parce que sinon ça va ressembler au dessin de Daumier, ils en ont parlé. Oui. Du coup, on va clore sur ce sujet, mais Marion, excusez mon côté primate ou primaire, hein, je suis désolé. Il y a une je question. ne le contrôle pas. Oui. Maintenant, on reparle une seconde de la scène et puis après, on laisse la place. Bernard Leroy. S'il y a des questions d'une femme, ce serait... Vous voyez, je suis le seul représentant des entreprises privées à cette table ronde aussi. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis un homme. Bref, Bernard Leroy, président de l'agglomération Seine-Eure, Louviers, Eure, en Normandie. Question à monsieur Piveteau sur les paysages. La Seine a un trésor avec les falaises de Seine et des coteaux calcaires qui sont en grand danger puisqu'ils sont en train de s'enfricher à une allure vertigineuse. Ce qui fait que d'ici, je pense, une dizaine ou une quinzaine d'années, il n'y aura pratiquement plus de falaises en Seine. Et il y a un vrai sujet, donc j'aimerais vous entendre sur cet aspect-là. Très bien, et ce sera le mot de la fin, si vous voulez bien. Vous avez raison de souligner cette dimension-là. Je pense aussi qu'il y a à la fois l'enfrichement, mais sur les coteaux de Seine plus généralement, pas seulement sur les falaises. Et sur les coteaux de Seine, il y a un phénomène d'effacement de la lisibilité de l'ensemble de ce dessin, de cette force du paysage. Alors, c'est vrai qu'on est dans certains secteurs au cœur des questions agricoles. Et que vous avez raison de les poser, et qu'à travers une réflexion sur justement l'agriculture de proximité, sur la réintroduction des vergers en vallée de Seine, on est là sur un enjeu qui est paysager, agricole et en même temps culturel extrêmement important. Voilà. Et donc, je ne peux que vous rejoindre, mais là-dessus, il y a un certain nombre de projets qui peuvent émerger ou qui émergent, notamment dans un certain nombre de parcs naturels régionaux, mais pas seulement, et qui vont tout à fait dans ce sens. Merci, je crois qu'on peut néanmoins applaudir tous ces hommes. Merci beaucoup.